Merci Madame la Présidente. D'abord, je vous remercie tous et chacun pour l'intérêt que vous avez porté à ma proposition de loi. J'ai rédigé plusieurs amendements qui vont dans vos sens. J'ai réécrit l'article 1, rédigé à nouveau des amendements pour actualiser le référentiel dont vous parliez, parce qu'effectivement, le référentiel il date de 1940 sur 1000 personnes américaines, donc il est à réactualiser. Un autre amendement aussi sur une meilleure coopération internationale. Donc finalement, nous nous rejoignons sur beaucoup de points et je m'en réjouis. Pour répondre chacun individuellement, Monsieur Eliaou, vous parliez de la fiabilité effectivement des tests osseux jusqu'à 18 mois. Et comme je le disais dans mon propos liminaire, j'allais dire j'acceptais jusqu'à 2 ans d'erreur et 24 mois. Et tant mieux, allons jusqu'à 20 ans. Mais au-delà, non. Donc, nous devons, à mon avis, accepter une vraie marge d'erreur, même de 2 ans. Par exemple, le cas dont vous parliez, de la jeune fille de 16 ans, ça ne rentrerait plus puisqu'on accepte une vraie marge d'erreur de 2 ans. L'AEM qui doit être généralisée, je vous rejoins tout à fait, j'ai un amendement dans ce sens. J'allais dire, il y a déjà, mais des départements ne le remplissent pas, ne l'alimentent pas. Donc éventuellement, plutôt aller aussi dans ce sens. Monsieur Savigna, vous parliez aussi de l'identité et je vous rejoins. J'avais rédigé un amendement sur les empreintes et les photos qui a été rejeté. Alors que dans nos pays voisins, les empreintes sont accessibles, dont l'Allemagne par exemple. Mais voilà qui favoriserait de déterminer l'identité. Je vous rejoins sur une meilleure coopération internationale et j'ai un amendement en ce sens sur les tests non fiables et sur le référentiel à réactualiser. Notre collègue du MoDem qui nous parlait du Conseil constitutionnel, effectivement. Alors, la présomption de majorité, il est clair il est clair qu'il est évident qu'un refus n'implique pas on est majeur. Ça, c'est évident. D'ailleurs, des jeunes de 15-16 ans peuvent refuser et ils ne sont pas majeurs. J'allais dire, ça se voit. Simplement, ils veulent continuer à être considérés moins de 13 ans pour ne pas aller en garde à vue. Donc, ce n'est pas du tout là le souci. En revanche, l'interprétation qu'on peut en avoir, ce n'est pas anticonstitutionnel, ça ne va pas contre la Constitution du tout. Simplement, on ne veut pas que ce soit automatique et qu'un refus égale majorité. Non. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne veut pas que ce soit automatique. Et si c'était automatique, ce serait contraire à la loi. Et la loi, précisément, c'est à nous qu'il appartient éventuellement de la modifier, de la changer un petit peu. Donc, ça n'est pas anticonstitutionnel. Et en revanche, évidemment, le doute bénéficie toujours et bénéficiera toujours à l'intéressé. Je vous rejoins, la collègue, d'agir pour une meilleure coopération internationale. On sait très bien qu'il y a des effets dévastateurs des réseaux, des traites d'êtres humains, de délinquance, d'addiction. On sait que c'est 5 000 à 9 000 euros quand on passe un majeur pour les passeurs et 15 000 quand on passe un mineur. Il y a toute une organisation qui est malsaine et qu'on connaît. Je rejoins aussi Liberté et Territoire, qui n'est plus là, mais clairement, la politique migratoire est une compétence de l'État. Et Claude Barthelone lui-même, qu'on ne peut pas taxer être de droite, lorsqu'il était président du Conseil général en 2011, a commencé en lançant, j'allais dire, les hostilités, en disant qu'il n'accueillerait plus de MIE à l'époque, mineurs isolés étrangers, en disant que ça relevait de la compétence de l'État. Effectivement, la politique migratoire est une compétence de l'État et pas des départements. Or, nos départements sont fortement amputés et nous avons été alertés par l'ensemble des départements. 1 milliard était consacré, aujourd'hui 1,6 milliard. Ils ont du mal et ils ne peuvent pas faire face à ces mineurs uniquement parce qu'il y a des vrais mineurs et des faux mineurs. Et je voudrais protéger les vrais mineurs qui, eux, ont besoin d'être accompagnés, surveillés, protégés, éduqués, formés. Or, c'est même dangereux pour eux de les mettre dans des lieux mixtes
avec des gens qui sont franchement pas mineurs, qui sont plutôt majeurs. C'est même dangereux pour eux. Rappelons que c'est 50 000 € par an par individu pour les départements. C'est tout de même à noter. Et l'État, dans sa grande mansuétude, rembourse 4 500 €, 75% de 6 000, et pour un an seulement. Donc tout est à la charge du département, et c'est une politique de l'État. Voilà, donc au-delà de tout cela, je souhaite effectivement que nous discutions, car nous avons été alertés, vous l'avez été, c'est une vraie problématique. Vient évidemment le problème financier, le problème de faire côtoyer ensemble majeurs et mineurs, et puis tout simplement, j'allais dire, le bon sens où, j'en arrêterai là, simplement il est interdit de frauder. N'importe quel enseignant, éducateur, maîtresse d'école, parent, il est interdit de frauder. On ne fraude pas, on ne triche pas, on ne ment pas. Et donc, comment l'objet de cette PPL est comment résoudre ça, puisqu'on sait que 60% des MNA, j'allais dire, sont des tricheurs, des défauts fraudés. Et on ne peut pas frauder. Donc tout simplement, je suis ravie que le débat soit ouvert et que nous puissions amender pour améliorer cette situation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame